Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Au sommaire, conflit communautaire qui oppose communauté Teke et Yaka dans la province du Mai-Ndombe. Les sujets étaient au centre de l'échange entre la délégation gouvernementale d'évaluation des péchés dans le territoire de Kwamount avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Cette dernière est venue restituer la mission au chef du gouvernement. À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, Irène Sangwa, à travers l'ASBEL qui porte son nom, vole au secours des orphelins encadrés à l'orphelinat Cri des orphelins du Congo dans la commune de Bandalungwa. Dans sa gibecière, des fournitures scolaires, mais aussi des vivres et des produits de première nécessité. Au Mali, soulagement de la population des Boni avec la levée du blocus djihadiste où les djihadistes de la Katiba Serma liés à Al-Qaïda avaient coupé la route pour punir les habitants qui l'accusaient de collaborer avec l'armée malienne. Une levée de blocus qui met un terme à 3 mois de calvaire pour cette population. Nouvelle session d'information sur Digital Congo Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Nous débutons cette session d'information avec la primature où la délégation gouvernementale d'évaluation des péchés dans le territoire de Kwamount, nous sommes dans la province du Mai-Ndombe, a été reçue à la primature. Celle-ci était venue pour restituer la mission qu'elle a effectuée dans cette partie de la RDC. Il s'agit notamment du conflit communautaire entre les populations Teke et Yaka. Le reportage nous est proposé par Bénédicte Ndembe. Composée notamment de quelques membres du gouvernement, la délégation dépêchée jeudi dernier à Kwamouf, dans la province du Mai-Ndombe, pour suivre de près la situation relative au conflit intercommunautaire entre les Teke et Yaka, était venue faire rapport au chef de l'exécutif congolais, occasion saisie par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, pour éclairer l'opinion sur ce qui se passe réellement dans cette partie de la République. Il se pose un problème de crise entre deux communautés, deux peuples, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, qui ont toujours vécu des années et des années dans le calme, dans la tranquillité, dans l'amitié, mais qui subitement se sont retrouvés dans un conflit sanglant, un conflit qui a posé au jour d'aujourd'hui, en tout cas un peu plus de 30 morts à Kwamount, autant de maisons, de villages incendiés dans ce territoire de Kwamount. La délégation a proposé au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé quelques pistes de solutions, notamment la sensibilisation des populations concernées par ce conflit, dans le but de mettre fin à cette situation désastreuse. Nous voudrions bien commencer par la sensibilisation. Entre-temps, nos services de sécurité et de défense sont instruits pour que protection soit assurée à l'intention pour le bénéfice de nos concitoyens, quelle que soit leur origine, quelles que soient les provinces auxquelles ils appartiennent. C'est en début août que la cité de Kwamouf a été le théâtre des violents affrontements entre les membres des deux communautés Teke et Yaka, en proie à un conflit de territoire. D'un côté, la communauté Teke, qui se considère comme originaire et propriétaire des villages situés le long du fleuve Congo, et de l'autre, la communauté Yaka, venue s'installer après. On reste dans cette partie du pays, précisément dans les Kwilu, où le gouvernement provincial aurait suspendu tous les voyages de bus ou autres engins roulants sur la route reliant à Bandundu à Kinshasa. Une décision qui aurait été prise ce mercredi 31 août 2022 à cause de l'insécurité qui a découlé du conflit entre les communautés Teke et Yaka. Des individus armés auraient érigé des barrières sur cette route et procéderaient à des contrôles systématiques de pièces d'identité à la recherche des personnes des tribus Yaka ou Teke.
Préparatif rentrée scolaire 2022-2023 dans le Kouilou. Les sous-prophètes de l'EPST Bandundu-Ville, Bénédicte Aboukani, a réuni tous les chefs d'établissement de sa juridiction. Il était question de donner les nouvelles orientations pour la nouvelle année 2022-2023 et confirmer la rentrée scolaire pour ce 5 septembre 2022. Benoît Desgroffes-Dallé nous en dit plus. La rentrée scolaire 2022-2023 est confirmée pour ce lundi 5 septembre 2022 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. Pour rendre cette rentrée effective, le sous-prophète de l'EPST Bandundu-Ville, Madame Bénédicte Aboukani Ntewangi, a réuni autour d'elle tous les chefs d'établissement de toutes les écoles de sa juridiction. Ici, Bénédicte Aboukani a insisté sur le fait que la rentrée scolaire n'est pas une affaire syndicale, tout en invitant les chefs d'établissement à éviter la vente des uniformes en milieu scolaire. Le 5 septembre, il y aura la rentrée scolaire pour toute l'étendue de la RDC. Et dans notre ville de Bandundu, c'est lundi le 5, les enfants vont être à l'école. Satisfaction des chefs d'établissement. Le 5, que tous les chefs d'établissement soient au niveau de l'école pour encadrer nos jeunes. C'est pour cela que nous sommes frappés de ces messages. Nous sommes obligés d'être à l'école. La rentrée scolaire étant fixée au 5 septembre par les autorités, nous devons respecter les décisions des autorités. Notez que ce n'est pas de nouvelles orientations pour une rentrée scolaire apaisée à travers toute la ville de Bandundu et le respect du calendrier scolaire que Bénédicte Aboukani, sous-prophète de Bandundu-Ville, a bouclé sa réunion avant de présenter le vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du professeur Tony Mwaba à tous les enseignants de Bandundu-Ville. Puisqu'on parle de l'enseignement à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, Irène Sangwa, à travers la fondation qui porte son nom, a redonné les sourires aux orphelins encadrés à l'orphelinat du Congo. Cri des orphelins du Congo qui a son siège dans la commune de Bandalungwa, dont s'agit baissière, des fournitures scolaires, des vivres, mais aussi de produits de biens de première nécessité. Le reportage nous est proposé par Josué Ngoy sur les images de Rémi Diakobiko. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit-on. Un proverbe compris par l'association sans but lucratif Irène Sangwa. À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, l'ASBEL, portée par sa fondatrice Irène Sangwa, venue des États-Unis, redonne les sourires aux orphelins encadrés à l'orphelinat Cri des orphelins du Congo, qui a son siège dans la commune de Bandalungwa. Dans sa gibecière, des fournitures scolaires ainsi que des vivres dont les riz, maïs, pain, jus et autres biens de première nécessité. Une joie pour ces orphelins qui pourront reprendre le chemin de l'école dès le premier jour de classe, soit le lundi 5 septembre prochain. Très ému par cette attention, Serge Mbouyi, président de cet orphelinat, n'a pas manqué des mots pour remercier l'ASBEL Irène Sangwa et demander aux autres personnes de bonne volonté à suivre cet exemple désintéressé. Nous avons 50 enfants actuellement. Et tous, ils vont à l'école parce que l'âge varie de 6 à 14 ans. Alors vous voyez, il y a plus d'enfants entre 6 et 12 ans. Donc, nombreux sont à l'école primaire. Irène Sangwa, présidente de l'ASBEL qui porte son nom, a donné l'essence de son action avant d'inviter les personnes intéressées dans la mission caritative à se joindre à eux. Et nous avons choisi particulièrement ce lieu parce que c'est presque la rentrée. Alors nous avons décidé de leur emmener quelques petites choses comme des cahiers, des sacs à manger. Pour l'instant, tout vient de mes propres moyens. Tout a été fait personnellement, mais nous appelons à tous les autres qui sont déjà dans le moyen, qui sont déjà dans le système, de nous joindre dans ce que nous faisons. Œuvrant à Kinshasa il y a de cela près de 10 ans pour la cause des personnes vulnérables, l'ASBEL Irène Sangwa envisage étendre ses actions en matérialisant plusieurs projets à impact social visible pour le bien-être des populations congolaises démunies et désespérées.
Le gouvernement provincial du Lualaba reste déterminé à doter la province des infrastructures compatibles à ses ressources minières telles que recommandées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est dans cette optique que les artères de la ville de Kolwezi et de tous les 5 territoires du Lualaba sont en pleine réhabilitation. Alain Linomwamba nous en dit plus. En province du Lualaba, la modernisation des infrastructures est plus qu'une réalité. Cette partie du territoire de la République démocratique du Congo se métamorphose, fruit d'un leadership féminin et dont les résultats ne laissent personne insensible depuis bientôt plus d'un an. En un temps record, la gouverneure intérimaire n'a, dès son arrivée à la tête de l'exécutif, ménagé aucun effort pour changer l'image de la capitale mondiale du cobalt en conformité avec la vision politique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et redonner sourire aux populations. Brillant par une gouvernance de proximité et armé d'une détermination sans précédent, Fifi Masuka Saini a opéré un véritable miracle en dotant ses administrés des infrastructures dignes d'une capitale mondiale du cobalt. Au-delà de ce qui est dit comme quoi les choses ne bougeaient pas, l'élan de développement imprimé par la gouverneure sont une réalité. À l'exemple des routes qui sont asphaltées de manière conforme. Les preuves du changement intégral du Lualaba sont éloquentes. Le centre-ville de Kolwezi a subi une réelle transformation après la pose de la couche de l'enrobé sur les avenues des Pins, Djougou, aujourd'hui revêtues d'une nouvelle robe. Les avenues Polo, Kazembe, Mukaka, Ngungu, Wangata, Kalima, Kayembe, Kakinga du quartier latin ont aussi reçu leur couche d'enrobé. La cité Manika, la cellule d'Ilungu, le quartier Jolicite et latin, le quartier Kamanyola, en gros une grande partie du chef-lieu du Lualaba s'est métamorphosée. Quittons le Lualaba pour la province du Sud Kivu où dans les cadres de ses vacances parlementaires, l'honorable Olive Mundegereza s'est entretenu avec les motocyclistes de la ville de Bukavu. Il était question pour cet élu du peuple de faire comprendre aux motocyclistes de l'importance de la mesure prise par les gouvernements provinciaux du Sud Kivu d'interdire la circulation des motocyclistes sur le boulevard Patrice Emery Lumumba. Josué Ngoy et Rachel Massingu nous en disent plus. Ils étaient des milliers au terrain de l'ISP Bukavu, ces motocyclistes qui ont accepté d'abandonner leur moto, sacrifier leur temps de travail pour suivre le député national Olive Mundegereza. Au cours de cet échange avec l'élu de Walungu, ces motocyclistes de Bukavu ont plaidé pour l'allègement des mesures du gouvernement provincial, leur interdisant de circuler sur le boulevard Patrice Emery Lumumba. Olive Mundegereza a pour ce faire montré le bien fondé de cette mesure avant de leur présenter l'évolution des pourparlers avec les autorités en vue de trouver des solutions d'allègement. Il a par ailleurs appelé au respect des mesures en attendant l'aboutissement des pourparlers. Présenter aux motards les plaidoyers que je fais à Kinshasa depuis janvier 2021, 2022, fin 2022, j'ai continué à plaider au niveau national pour trouver des solutions pour les motards, surtout à cause de l'insécurité des accidents. Et j'ai dit qu'il y a moyen de trouver des solutions pour les motards. C'est déjà un métier. Il faut encourager ces jeunes entrepreneurs. Ayant bien saisi le message de l'honorable Mundegereza, ces motards ont promis de respecter les mesures ainsi que de soutenir les actions de ce digne fils du territoire de Walungu qui se soucie du développement durable dans tous les secteurs de la vie. Signalons que l'élu de Walungu a offert des fournitures scolaires aux motocyclistes en vue de leur permettre de bien préparer la rentrée scolaire 2022-2023. Le sport au sein de l'armée reste un élément important pour le renforcement de capacités des hommes en uniforme. Le Conseil international du sport militaire a été reçu en audience par le ministre en charge de la défense nationale Gilbert Kabanda. L'organisation du Jeu des Grands Lacs du sport militaire en République démocratique du Congo en 2023 a été au centre de cet échange. Une fois de plus, le reportage nous est proposé par Alain Linomwamba. C'était le mercredi 31 août 2023 que la délégation conduite par
par le général-major Maïkano Abdoulaye de l'armée nigériane, vice-président du CISM et président de l'Organisation du sport militaire en Afrique OSMA, a rencontré le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Ils sont venus solliciter auprès du docteur Gilbert Kabanda l'organisation des Jeux de Grand Lac du sport militaire en RDC l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023. D'après le général-major Maïkano, le choix de la RDC comme pays organisateur est dû au fait que la République démocratique du Congo est l'une des grandes nations sportives en Afrique. Nous sommes ici pour solliciter la participation de la RDC dans le sport. C'est pourquoi nous lui avons suggéré que les Jeux de Grand Lac puissent être organisés en RDC. Au cours de ces échanges, il a aussi été question des difficultés financières que rencontrent ces instances dirigeantes des organisations sportives militaires à l'échelle africaine, voire planétaire, comme l'explique ici le colonel Dora Mambi Koïta de l'armée malienne. Nous sommes très proches de nos décideurs et quand nous les rencontrons, nous nous réjouissons de demander leur soutien pour contribuer au mieux à nos objectifs. Le général de brigade Boyombo Adé Richard des FARDC et coordonnateur du CISM a décidé de porter haut l'étendard de la RDC partout où l'organisation passe. C'est ainsi que dans un avenir proche sera organisée la décoration du commandant suprême des FARDC, le premier sportif congolais, du ministre de la Défense nationale ainsi que d'autres officiers généraux des FARDC. Ce sont ces-là qui doivent être décorés en premier lieu et suivra le membre du CISM et moi qui vous parle aussi. Je suis un des récipiendaires. Parlons religion dans cette édition du journal. Les départements de l'école des dimanches de la communauté La Main de l'Éternel, dirigée par le pasteur Barnabé Mwakadi, a organisé une journée de réflexion qui a réuni les parents et les enfants venus des différentes églises. L'objectif était d'apprendre la différence entre une famille dite chrétienne et une famille non chrétienne. Les explications avec Trésor Ngoudia et Bijouedi Kalemo. Préparez l'avenir de vos enfants. L'ambiance était très particulière le samedi à l'église La Main de l'Éternel, dirigée par le pasteur Barnabé Mwakodi. C'est dans le souci de donner une éducation chrétienne aux enfants que l'école de dimanche de cette grande communauté a réuni parents ainsi que les enfants dans une journée de réflexion. L'objectif est de leur montrer par les enseignements la différence qui existe entre une famille chrétienne et une famille non chrétienne. Cela fait suite à certains dérapages observés dans la société. Nous avons organisé cette journée pour pouvoir montrer aux parents chrétiens la différence entre la chrétienté ou bien les familles chrétiennes et les familles non chrétiennes. On voulait vraiment que ça se fasse pour la visibilité de notre écodim aussi. Et j'espère vraiment qu'après ça, ça va encourager les enfants à venir à l'écodim. On l'avait fait dans le but de pouvoir faire en fait une distinction entre comment doit se comporter une famille chrétienne et une famille qui ne l'est pas. Comment élever les enfants, comment travailler de sorte à ce que les enfants puissent avoir un avenir meilleur. Motif de satisfaction pour les organisateurs de cette activité qui n'ont pas caché leur impression. Et on espère en fait que ceux qui ont eu à suivre cet enseignement pourront l'appliquer de sorte à ce que cela puisse apporter un vent nouveau dans notre jeunesse. Inviter le parent et le pasteur, voir comment est-ce que les enfants peuvent aussi apporter quelque chose dans la famille, non pas seulement dans la famille, dans la société, accompagner les enfants dans tout ce qu'ils font et laisser aussi les enfants s'exprimer. Quelques temps forts ont marqué cette manifestation, notamment le chant, les pas de danse, les poèmes, le théâtre ainsi que le jeu concours. C'était en présence du coordonnateur de l'école des dimanches, l'évangéliste Don et d'autres responsables de l'église. Et en dehors de nos frontières au Mali, le blocus djihadiste de Boni enfin levé. Les djihadistes de la Katiba Serma, membres du groupe de soutien à l'islam et aux frères musulmans liés à Al-Qaïda, avaient coupé la route pour punir les habitants qu'ils accusaient de collaborer avec l'armée malienne. Le commentaire nous est proposé par Amina Mouacha.
Au Mali, la Katiba Serma, groupe djihadiste et affilié à Al-Qaïda, a accepté d'élever enfin les blocages infligés à Boni pendant 3 mois et demi, précisément sur le tronçon de la RN16 qui relie le village Boni à Douenza. Depuis le 25 mai, cette ville de la région des Mopti, dans le centre du Mali, était sous l'emprise des djihadistes. Pour ces derniers, c'était une façon de punir les habitants de Boni qu'ils accusaient de collaborer avec l'armée malienne. Selon les sources locales, les négociations auraient été menées en début de semaine par des représentants du chef du village de Boni, des jeunes et des représentants de plusieurs localités voisines également affectées par le blocus. Selon plusieurs sources locales, l'armée malienne aurait été consultée au préalable. Négociation réussie, les véhicules peuvent à nouveau circuler entre Douenza et Boni depuis mercredi matin. Les habitants peuvent à nouveau accéder au marché de Boni. En échange, les djihadistes ont par contre demandé aux habitants de ne plus communiquer d'informations aux militaires maliens ni à leurs alliés russes et de ne pas s'interposer entre eux et l'armée malienne. Notez qu'au Mali, ce n'était pas la première tentative de résolution communautaire, mais cette fois les discussions ont abouti à un accord. La levée du blocus soulagera les habitants de Boni et les alentours, mais aussi ceux de Gao, privés également du fait de l'impossibilité d'emprunter cette route d'une partie de leurs sources d'approvisionnement. Voilà, c'est par cet élément du Mali, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous d'avoir été nombreux à vous informer sur Digital Congo Télévision. Nous remercions également toute l'équipe qui a concouru à la rédaction ainsi qu'à la diffusion de cette édition du journal. Restez connectés au programme Digital Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus ce jeudi à Kinshasa. Le quotidien L'Avenir titre à sa une « Situation dans l'Est du pays, la RDC fustige le manque d'avancées ». Pour le journal, dans sa communication faite à la réunion virtuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a rappelé que le Conseil avait demandé à la Commission de l'Union africaine de continuer à soutenir les efforts internes et de pays voisins pour faire face à la résurgence de l'insécurité déclenchée par les activités de groupes armés dans le mouvement terroriste M23 ressuscité dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo depuis novembre 2021 par la République du Rwanda, dont l'armée est entrée sur le territoire congolais par la force le 24 mai 2022 en violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. Depuis lors, constate le patron de la diplomatie congolaise, la situation n'a guère évolué positivement en dépit des recommandations du Conseil et des positions fermes prises par la Commission de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies qui ont condamné unanimement à la résurrection du M23. Dans le même registre, le quotidien Le Journal écrit « Christophe Lutundula étale l'opiniâtreté des terroristes du M23 et leur soutien rwandais au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Le journal rapporte que, pour contraindre à mettre fin à leur entreprise démoniaque, le chef de la diplomatie congolaise a appelé la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Union africaine, la CEAC, la SADC et la CAF, à prendre des mesures draconiennes étant donné que les mises en garde formulées et les efforts fournis par les leaders régionaux n'ont pas réussi jusque-là à le faire fléchir.
Le média public ACP évoque de hauts magistrats prêtent serment devant le chef Félix-Antoine Tshisekedi. Pour cette agence publique, ces hauts magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et la loi de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et les a félicités avant que chacun des assermentés ne signe le procès verbal de sa prestation de serment aux côtés du directeur de cabinet du chef de l'État. Et la prospérité renchérie, justice des hauts magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif au travail. Pour le quotidien, Félix Tshisekedi, chef de l'État de la RDC, a pris acte ce mercredi 31 août 2022 au Palais de la Nation de la prestation de serment légal de hauts magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État ainsi que de magistrats de siège membres de la Cour de comptes nommés le 27 juin et 30 juillet dernier par ordonnance présidentielle. Dans un autre registre, revenons sur le tabloïd Le Journal qui s'exclame à son manchette « Brouillard sur la rentrée scolaire ». Selon le confrère, ce qui s'est chuchoté dans des cercles fermés vient d'être mis sur la place publique à quelques jours de la rentrée scolaire prévue officiellement le lundi 5 septembre 2022 comme annoncé par le ministre de l'EPST Tony Mwaba. En effet, comme les habitudes, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC menace de boycotter la rentrée scolaire de l'exercice 2022-2023. Voilà, c'est tout pour cette revue. Au revoir.